Cet après-midi, oui, je vous raconte comment de jeunes aviateurs américains ont volé sur leur seule volonté au secours de la France durant la Première Guerre mondiale, alors que les États-Unis avaient choisi de rester neutres dans le conflit, ou la véritable histoire de l'escadrille Lafayette, des Américains au service de la France. Qu'est-ce qui a conduit ces 38 Américains à se battre pour une nation qui n'était pas la leur ? Quel impact l'action des membres de l'escadrille Lafayette a-t-elle eu sur l'opinion américaine et l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 ? Comment l'amitié franco-américaine s'est-elle construite et qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. D'escadrille Lafayette. Ce jour-là, ce pilote novice de 24 ans a abattu au-dessus des Vosges un LVG, un avion de reconnaissance et de bombardement allemand. Plongeant du ciel par l'arrière d'une seule rafale, 4 petites balles, il a tué le mitrailleur et le pilote ennemi. Quand l'aéronef allemand s'est écrasé dans une gerbe de flammes, les chasseurs alpins français, qui ont tout vu depuis leurs tranchées, ont éclaté en vivas. Au retour sur la base de Luxeuil-les-Bains, Rockwell, fêté en héros, a inauguré la tradition. Une rasade de Bourbon, du 80 ans d'âge, à chaque victoire dans le ciel de France, avant d'apposer sa signature sur l'étiquette de cette bouteille, ornée de la tête de Sioux, l'emblème de l'escadrille. La bouteille de la mort, qui récompensera bien d'autres exploits pendant les 2 années suivantes, témoigne d'une épopée hors du commun, au cœur de la Grande Guerre. Quand le conflit éclate le 1er août 1914, les États-Unis ont décidé de rester neutres, mais de jeunes Américains idéalistes jouent les fortes têtes et trépignent de venir se battre en Europe. Dès le 3 août, 2 jours après le début des hostilités, Kiffin Rockwell a écrit au consul de France basé à la Nouvelle-Orléans. « Je désire offrir mes services au gouvernement français. Je suis pressé de faire mon devoir militaire tant j'admire votre pays. » Le temps que la réponse évasive parvienne à son adresse, il s'est déjà embarqué sur un vapeur à destination du vieux continent. À sa mère, Kiffin a expliqué « Si je suis tué, au moins je mourrai comme un homme. Je crois que la seule chose que puisse faire un homme, c'est de tout donner pour un idéal. » Tout est dit. Comme le marquis de Lafayette avait franchi l'Atlantique en 1777 pour prêter main forte aux insurgés américains en lutte pour leur indépendance, des dizaines de jeunes Américains s'engagent pour la France dès le début de la guerre. Hélas, la réalité des combats se révélera moins romantique, cruelle même. Mais les exploits de ceux qui rejoignent alors l'aviation, avidement relatés par la presse outre-Atlantique, va aviver la flamme des partisans d'une intervention américaine. Voici donc l'histoire de l'escadrille Lafayette, l'avant-garde des États-Unis dans la guerre de 14-18. Entre avril 1916 et février 1918, 38 Américains ont donc combattu à nos côtés au sein de l'escadrille Lafayette. Ils se sont engagés alors que leur pays, les États-Unis, fermement attachés à sa neutralité, interdisait à ses ressortissants de rejoindre l'un des belligérants sous peine d'être déchus de leur nationalité. Contourner cette interdiction fut la première difficulté. Le 3 août 1914, un homme d'affaires américain, George Casmez, fait passer une annonce dans l'édition parisienne du New York Herald. Titré « Call for an American Corps », le texte proclame « Dans la guerre contre le despotisme et pour l'égalité, la justice et la fraternité que la noble France et ses alliés ont entrepris de défendre, je suis prêt, en vrai et fougueux américain, à offrir mes services en qualité de volontaire. Il se trouvera sûrement d'autres Américains qui partagent les mêmes sentiments, des Américains qui, quand ils ne considèrent pas déjà la France comme leur seconde patrie, jouissent depuis des années de la grande liberté, de l'hospitalité, de cette glorieuse République sœur. » Et Casmez de conclure son appel en donnant rendez-vous dans ses bureaux parisiens. À lire ces mots aujourd'hui, on découvre un idéalisme et une exaltation de la fraternité franco-américaine qui semblent d'un autre temps. À l'automne 1914, en tout cas, les volontaires affluent. Pour s'affranchir du veto de Washington, nombre d'entre eux décident alors, sur le conseil officieux de l'ambassadeur américain en France, de signer à la Légion étrangère. C'est ce que fait Kiffin Rockwell, le jeune Américain de Caroline du Nord, qui vient de traverser l'Atlantique. Après avoir suivi l'entraînement de la Légion, il se bat dans les tranchées de Champagne et d'Artois,
En mai 1915, à un ami resté au pays, il décrit dans une lettre son exaltation de la charge à la baïonnette en terrain découvert. « Il n'y a rien de tel, écrit-il. Tu flottes au-dessus du sol, tu te jettes à terre, tu te relèves, le sac sur le dos, les 325 cartouches de rab, le fusil ne pèse rien. Une balle dans la tête et c'est terminé. Game over. » Kiffin est une vraie tête brûlée. Blessé lors d'une offensive, il décide une fois rétabli de quitter la boue des tranchées pour rejoindre une école d'aviation. Norman Prince, lui, sait déjà piloter. Ce fils d'un richissime homme d'affaires du Massachusetts a obtenu son brevet en 1911. Jeune avocat de 27 ans, diplômé d'Harvard, il voue un véritable amour à la France. Sa famille possède une maison à Pau, dans le Béarn, où il a fait de longs séjours. Il est parfaitement bilingue. C'est décidé, lui aussi veut s'engager. Contre l'avis paternel, Prince prend la mer le 20 janvier 1915 vers l'Europe. Comme un signe du destin, il voyage sur le paquebot Rochambeau, baptisé d'après le nom d'un amiral français qui fut, comme Lafayette, un soutien déterminant pour les rebelles américains lors de la bataille de Yorktown en 1781. C'est lui, le jeune homme de bonne famille, qui va nourrir le projet de créer une escadrille 100% américaine. Ce serait, pense-t-il, le premier jalon d'une nouvelle alliance franco-américaine. Dès qu'il débarque, il remue ciel et terre pour obtenir gain de cause. Un riche industriel américain installé en France, William Vanderbilt, qui vit dans un château dans les Yvelines, apporte son soutien financier. Il promet à chaque pilote, en plus de la modeste solde de l'armée française, un complément mensuel de $20, soit 100 francs. Il y aura encore $200 pour chaque avion ennemi abattu et 50 à $300 pour chaque médaille. Autant dire, une petite fortune. En décembre 1915, Norman Prince et 2 autres pilotes américains qui ont pour l'instant rejoint des escadrilles françaises font sensation lorsqu'ils rentrent à New York le temps d'une permission. Les grands journaux veulent tout savoir des combats en France. On salue leur engagement héroïque tandis que l'ambassade d'Allemagne proteste âprement contre cette brèche dans la neutralité américaine. Mais le battage médiatique fait avancer leur cause et à leur retour, ils trouvent enfin l'oreille du ministère français de la guerre. Quelques jours plus tard, en janvier 1916, le New York Times s'enthousiasme et annonce en première page « Les aviateurs américains encensés, les Français vont en recruter un grand nombre pour un groupe spécial de combat. » Le 18 avril, près de 2 ans après le début de la guerre, une escadrille de volontaires américains, la N-124, est officiellement créée. Aux côtés de Norman Prince, Kiffin Rockwell fait partie des premiers à l'intégrer. Le jeune homme découvre, enthousiaste, leur base d'affectation, Luxeuil-les-Bains, dans les Vosges du Sud. « On nous sert des mets formidables », écrit Kiffin à sa mère. « Nous logeons dans une villa qui a été réquisitionnée pour nous, avec des domestiques à notre service. Quotidiennement, nous pouvons nous rendre à des bains vieux de plus de 200 ans. Le panorama autour de la ville est superbe. Nous roulons à travers champs et prévoyons de nous mettre à la pêche et à la chasse. » Un moment de grâce, certes, mais Rockwell va vite découvrir que la guerre, la vraie, n'est pas une partie de campagne. Surtout depuis que les redoutables avions Fokker allemands sont équipés d'une mitrailleuse qui tire à travers les hélices de manière synchronisée. Si la guerre aérienne se modernise et devient toujours plus redoutable, les jeunes recrues n'en ont pas encore pris la pleine mesure. À commencer par Victor Chapman. C'est l'un des premiers Lafayette Boys. Il est né à New York en 1890. Fils d'un écrivain américain de renom, le jeune homme se cherche, s'essaye au droit, voyage en Allemagne, en France, aux États-Unis. Mais lorsqu'éclate la guerre, en 1914, c'est à Paris qu'on le retrouve, où il s'est inscrit comme étudiant aux Beaux-Arts. Mais voilà, cette fois, ça y est, il a trouvé un sens à sa vie. En septembre 1914, il s'engage dans la Légion étrangère et combat bientôt dans les tranchées. Blessé en janvier 1915, il rejoint le service aéronautique en août, puis l'escadrille américaine, la N-124, dès avril 1916. À 26 ans, c'est un joyeux compagnon, mais c'est aussi un vrai cow-boy, difficile à gérer par les officiers français qui commandent l'escadrille. Côté tactique, on lui a bien recommandé de ne jamais attaquer en infériorité numérique et de chercher à approcher par l'arrière sous l'avion ennemi afin de ne pas être vu et de pouvoir utiliser plus facilement la mitrailleuse Lewis. La mitrailleuse installée devant le pilote est idéale pour tirer vers l'avant et vers le haut. Chapman fait exactement l'inverse, pique depuis le haut dès qu'il aperçoit un ou plusieurs avions ennemis sans chercher à manœuvrer. Plusieurs fois, il se trouve ainsi dans la ligne de mire des mitrailleurs allemands.
Difficulté supplémentaire, lorsque l'affrontement se prolonge, le pilote doit, pour recharger sa mitrailleuse, juché sur un pied surélevé, se dresser sur son siège pour l'empoigner tout en coinçant le manche à balai entre ses jambes. Mais rien qui puisse effrayer l'Américain. Chapman rentre à plusieurs reprises, l'avion en charpie, les flancs déchirés par les balles. Mais il en rigole, toujours sourd au conseil de prudence, jusqu'à l'audace de trop. Le 23 juin 1916, alors qu'il doit s'envoler pour une mission de liaison, l'intrépide New-Yorkais ne peut s'empêcher de suivre, sans avertir personne, une patrouille qui vient de décoller. Quand celle-ci, ignorant toujours sa présence, décide de faire demi-tour, il se retrouve seul dans les airs. Puis, plus rien. No news. À la base, on commence à s'inquiéter. Mais où est donc passé le pilote Chapman ? Soudain, le téléphone sonne au mess de la N-124. Au bout du fil, l'équipage d'un bombardier français en mission de réglage d'artillerie à tout vu. Un Newport isolé, l'avion de l'escadrille affrontait un Fokker allemand lorsqu'il s'est vu coiffé par 3 autres chasseurs, marqués de la croix noire. L'appareil criblé de balles a plongé devant eux, la tête du pilote affalée sur le côté, mort ou blessé. Glissant en piqué, il perd alors ses ailes et s'écrase sur la rive droite de la Meuse, 6 kilomètres à l'intérieur des lignes allemandes. Impossible de se rendre sur place. Le corps de Victor Chapman ne sera jamais retrouvé. C'est le premier pilote de chasse américain tué pendant la Première Guerre mondiale. L'escadrille, un mois après la première victoire signée par Rockwell, pleure son camarade. Avec lui, elle a perdu son innocence et sa candeur. À Paris, le président du Conseil, Aristide Briand, salue la bravoure de Chapman, érigée en symbole de l'idéalisme américain, pour reprendre ses mots. Le président de la République, Raymond Poincaré, écrit à ses parents, louant ce fils qui s'est sacrifié pour, je cite là encore, la plus juste des causes. À New York, l'émotion est forte. Mais quand les États-Unis vont-ils enfin se décider à entrer dans la guerre ? Dans le ciel, les missions et les tactiques évoluent. On réclame moins de chasseurs solitaires et plus de pilotes disciplinés capables de voler en formation. La mission des Newport est simple, nettoyer le ciel des Fokkers ennemis pour permettre aux Morane Saulnier Parasol, des appareils de liaison et d'observation, de coller au mouvement de l'infanterie ennemie, de régler l'artillerie et d'améliorer l'observation photographique. Ils doivent aussi abattre tout avion ennemi, accomplissant la même besogne au-dessus des lignes françaises, ainsi que les Drachen, ces ballons d'observation qui épient les tranchées et les emplacements des batteries rebaptisées saucisses par les poilus. L'escadrille Lafayette fait le job, changeant régulièrement d'affectation pour toujours rester au plus près des opérations. En 2 ans, elle fera mouvement 11 fois sur 9 terrains différents, des Vosges jusqu'à la Picardie. Kiffin Rockwell, lui, est moins léger, mais aussi plus déterminé que jamais depuis qu'il a perdu son compatriote Victor Chapman. Il reprendrait bien une rasade de Bourbon, il regoutterait bien à la bouteille de la mort, et il n'est pas le seul. Après le premier mort de l'escadrille, c'est la détermination de tous les jeunes aviateurs américains qui redouble. Il y a Bill Thaw, le fils d'un millionnaire de Pittsburgh, qui faisait avant-guerre le spectacle avec son hydravion sur la Côte d'Azur pour épater les filles. Il y a Bert Hall, l'un des rares prolétaires de la bande, aventurier et menteur invétéré, qui conduisait un taxi à Paris. Il y a aussi Raoul Lufberry, un ancien mécano taciturne qui deviendra l'as des as du groupe. Avec Norman Prince, ils font partie des premiers engagés dans l'escadrille et tous fêtent bientôt les premiers combats gagnés. Moins disciplinés qu'une armée régulière, les volontaires donnent du fil à retordre à leurs officiers. Bill Thaw ramène un jour un lionceau baptisé Whiskey, adopté comme la mascotte du groupe mais qui devient bien encombrant en grandissant. Une autre fois, c'est un pilote encore ivre d'une nuit agitée qui s'envole dans la mauvaise direction. Atterrissant 300 km plus loin et voyant des hommes accourir vers lui, il se croit en territoire ennemi. Appliquant les consignes à la lettre, il incendie alors son avion avant de se constituer prisonnier, créant la stupeur parmi le personnel français du petit aérodrome de la Meuse où il s'est égaré bien loin du front. Le 9 septembre 1916, Kiffin Rockwell fait mouche à nouveau. Près de Vauquois, dans la Meuse, il attaque un biplace, tue le mitrailleur à la première rafale et s'acharne sur le pilote en le pistant en piqué jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Il finit par lâcher sa proie, mais 2 officiers français verront depuis le sol le biplan allemand s'écraser un peu plus loin. Cette observation permet à cette 2e victoire d'être dûment homologuée. Ah, l'homologation, le Graal pour beaucoup de pilotes
qui rivalisent en comptant les combats gagnés. Pour ceux qui ont fréquenté les universités américaines, c'est le même esprit de compétition qu'ils retrouvent. Avec leur nouveau Newport 17 qui affiche une vitesse de pointe de 170 km/h et une mitrailleuse synchronisée avec l'hélice, les Lafayette Boys s'enhardissent. Le 23 septembre, Kiffin Rockwell, qui vole en altitude, aperçoit un aviatique allemand 3000 mètres plus bas. Négligeant les règles élémentaires de tactique qui devraient lui faire rechercher une approche par le dessous, il pique sur sa proie. Il veut emporter le combat à la première rafale comme il l'a déjà fait, mais cette fois c'est le mitrailleur allemand qui a tout le temps de l'ajuster et de faire mouche. Kiffin prend une balle explosive en pleine poitrine. Son avion s'écrase juste derrière les lignes françaises. Les poilus ont tout juste le temps de se précipiter pour retirer le corps des décombres avant qu'une pluie de buis allemand s'abatte sur la zone. Cette tactique cruelle, qui se banalisera au fil du conflit, vise autant à détruire totalement l'avion abattu qu'à causer des pertes supplémentaires parmi les secours. Kiffin Rockwell, comme s'il avait eu un pressentiment, venait tout juste d'écrire à sa mère ces quelques mots. « Si je meurs, je veux que tu saches que je serai mort comme tout homme devrait mourir en se battant pour une cause qu'il estime juste. Je n'ai pas l'impression de me battre uniquement pour la France, mais pour toute l'humanité, la plus grande de toutes les causes. » La veille de sa mort, il avait confié à un camarade dans l'éventualité où il serait abattu. « Prenez tous les sous que vous trouverez sur moi et allez boire à la destruction de ces satanés boches. » Sa dépouille repose aujourd'hui dans le carré militaire du cimetière communal de Luxeuil-les-Bains. Rockwell est le deuxième mort de l'escadrille tué au combat. Il y en aura 7 autres. Norman Prince, le jeune avocat à l'origine du groupe, meurt après un crash le 15 octobre. Des funérailles grandioses sont organisées à Luxeuil, puis une messe est célébrée devant une foule compacte dans la cathédrale américaine de Paris. Le même jour, Fred Prince Jr., le frère aîné de Norman, rejoint l'escadrille. La disparition coup sur coup de Rockwell et de Prince suscite l'émotion et un emballement médiatique en Europe comme aux États-Unis. De son côté, l'ambassadeur d'Allemagne à Washington adresse les protestations officielles de Berlin. L'escadrille américaine présenterait un caractère national en violation de la Convention de la Haye sur les pays neutres en temps de guerre. On consent à rebaptiser l'escadrille. Elle ne sera plus américaine, mais prend officiellement le nom de Lafayette le 6 décembre 1916. Ce faisant, on l'a fait aussi entrer dans la légende, tant le nom du marquis français est populaire aux États-Unis. De nouveaux pilotes s'engagent. Jim McConnell, un membre de l'escadrille abattu et blessé en août, profite de sa convalescence pour raconter les exploits de ses camarades dans un livre, Flying for France. Grâce à ses talents de conteur, son récit fait un triomphe aux États-Unis au début de l'année 1917, enflammant encore un peu plus l'opinion. McConnell sera tué dans un combat aérien peu après. Le 6 avril 1917, enfin, des hurrahs peuvent éclater parmi les volontaires américains. Washington a décidé de s'engager dans la guerre aux côtés des pays de l'entente. C'est la cavalerie qui débarque. Les Lafayette Boys vont recevoir des renforts. Près de 3 ans après le déclenchement du conflit, les États-Unis entrent dans la guerre aux côtés de l'Alliance franco-anglaise. 2 millions d'Américains finiront par être déployés en Europe. Les volontaires engagés de la première heure que je vous raconte cet après-midi sont progressivement intégrés à des unités de leur pays. Pour la tactique aérienne, les Bleus ont beaucoup à apprendre des vétérans de l'escadrille Lafayette et du plus capé d'entre eux en particulier. Le 12 juin 1916, Raoul Lufberry, tirant 25 balles avant que sa mitrailleuse ne s'enraye, abattait un biplan allemand au-dessus de Berry-au-Bac, décrochant ainsi sa 10e victoire officielle et le statut de double as. Il finira par décrocher 17 succès homologués, sans doute une 60aine en réalité. Le 24 octobre 1917, il abattait en une seule journée 6 avions ennemis. Un record. À lui seul, Lufberry aura bu la moitié de la bouteille de la mort. En Amérique, il est alors si célèbre qu'on donne son prénom à des nouveau-nés. Hélas, Raoul meurt le 19 mai 1918, après avoir sauté sans parachute de son avion en flammes. En 22 mois, les 38 boys de l'escadrille Lafayette ont effectué 3000 vols opérationnels sur tous les fronts. Au total, 269 aviateurs volontaires américains ont combattu sous les couleurs françaises disséminées dans différentes escadrilles. Grâce à eux, la terrible boucherie de la Première Guerre mondiale ne cessa jamais de hanter les consciences aux États-Unis.
L'ambassadeur américain, qui à Paris en 1914 leur conseillait de s'engager dans la Légion étrangère, témoignera. Le cri d'enthousiasme poussé par ces jeunes gens dans mon bureau fut entendu et repris par des millions de voix passionnées, priant leurs autorités d'agir. La France, reconnaissante, fait ériger en 1928 à Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine un monument en hommage à tous les aviateurs volontaires américains de la Première Guerre mondiale, le mémorial Lafayette. Et l'armée de l'air française continue de faire vivre les traditions de l'escadrille N-124 avec son fameux emblème, la tête de Sioux dessinée par des mécaniciens un jour d'automne 1916 dans la Somme. Aujourd'hui, à Saint-Dizier en Haute-Marne, l'escadron 2-4 Lafayette vole sur Dassault Rafale. Bill Thaw, l'un des premiers Lafayette Boys, n'en reviendrait pas, lui qui, au printemps 1915, lors d'un de ses premiers vols, avait sorti sa Winchester pour tirer au jugé sur un avion ennemi, tout en gardant l'autre main sur les commandes. C'était il y a plus d'un siècle. Europe 1, historiquement vôtre. Morin Picard, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous vivez, je le disais, aux États-Unis, vous vous y trouvez même actuellement. Quel souvenir y garde-t-on des 38 hommes qui ont composé l'escadrille Lafayette? Est-ce qu'ils sont considérés, outre-Atlantique, comme des héros nationaux? Le titre de héros national n'est peut-être pas approprié pour parler des pilotes du Lafayette, mais on retrouve leur mémoire au travers de stèles, de plaques commémoratives, de noms de baptême d'aéroports dans les États où ils ont grandi, puisqu'à l'époque, bien évidemment, les moyens de transport n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc on retrouve au fin fond de la Caroline du Nord un monument pour Kiffin Rockwell, ou en Virginie une statue d'Arcangélé pour Jim McConnell sur le campus de l'Université de Virginie, qui était son alma mater. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on s'en souvient, et puis leur mémoire est préservée par plusieurs générations d'historiens qui ont organisé des commémorations, souvent de concert avec la France, à l'occasion des anniversaires de la création de l'escadrille Lafayette à Luxeuil-les-Bains. Morin Picard, vous publiez l'épopée Lafayette, une escadrille de volontaires américains au service de la France, 1914-1918, aux éditions Alizio. C'est une histoire incarnée que vous nous proposez, puisque vous avez reconstitué le parcours de chacun des 38 hommes qui ont composé l'escadrille, comme je l'ai raconté dans mon récit. Comment est-ce que vous avez réussi à reconstituer ces différents parcours ? Eh bien, pendant cette grande guerre, tous ces pilotes écrivent énormément à leurs familles, à leurs amis. L'Amérique leur manque, évidemment, même s'ils se sont engagés pour une cause sacrée. Et on retrouve aujourd'hui toute cette correspondance qui est préservée de manière formidable dans des bibliothèques universitaires. Et donc, il y en a une, notamment Washington University en Virginie, qui a accumulé une somme prodigieuse des courriers, notamment l'intégralité des courriers de Kiffin Rockwell à sa mère, qui nous donne vraiment un instantané fabuleux sur ce qu'ils éprouvaient pendant leur mission, leurs peurs, leurs craintes, leurs espoirs. Voilà. Mais ces hommes qui composent l'escadrille Lafayette, vous les qualifiez de fils spirituels de Lafayette, le héros français de l'indépendance américaine. Quel esprit les anime alors qu'ils traversent l'Atlantique pour combattre en France? Ils ont des principes, des idéaux. Qu'est-ce qu'ils veulent défendre au fond? Oui, il est souvent question de la cause sacrée, celle de la civilisation opposée à la barbarie allemande. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand ils s'engagent, tous ces jeunes gens pendant l'été 1914, on n'a pas encore entendu parler des premiers crimes commis par les troupes allemandes lors de l'invasion de la Belgique et du nord de la France. Non, c'est plutôt une volonté de s'opposer à ce que ces jeunes gens considèrent comme un danger terrible pour le monde, le militarisme prussien, et ils assimilent la France à cette cause sacrée. La France, seul pays capable de s'opposer à ce militarisme. Et puis ça ravive effectivement la mémoire de la guerre d'indépendance, l'extraordinaire figure du marquis de Lafayette et de l'amiral Rochambeau. On a aussi affaire à des jeunes gens qui sont pour la plupart diplômés de grandes universités de la côte Est. C'est vraiment la très grande majorité d'entre eux. Donc ils ont une éducation classique, ils ont vécu dans la célébration de la vieille amitié franco-américaine, même si elle a pris un coup dans l'aile depuis la guerre d'indépendance. Mais c'est très important pour eux, ça fait partie de leur éducation. Et tout d'un coup, la France se rappelle à leurs souvenirs et ils décident de s'engager à son service. Mmh. Ce qui ressort de votre livre, c'est l'horreur de la guerre aérienne, l'horreur à laquelle ces 38 hommes de l'escadrille ont été confrontés. Quelle était la réalité de leur quotidien sur le front occidental? Qu'est-ce qu'ils décrivent dans leurs lettres et leurs écrits?
Oui, on est très loin de l'image d'Épinal, de ces pilotes en écharpe blanche et avec la veste en cuir et le casque de cuir extrêmement romantique qui font chavirer le cœur des femmes sur les faubourgs de Paris. On a vraiment des récits souvent atroces. On meurt facilement dans le ciel de France entre 1914 et 1918. Les avions sont des trapanels très fragiles de bois et de cordes et de câblage qui prennent feu au moindre impact de balles. Les moteurs gèlent en altitude, les cockpits bien évidemment sont à l'air libre, donc ils sont absolument pas climatisés. Donc vous imaginez en plein hiver dans la Somme ce que ces hommes peuvent ressentir. Souvent il est impossible de décoller parce que les terrains sont gelés ou couverts de boue. Donc c'est un quotidien fait d'ennui, de crainte, de souffrance, disparition fréquente de ces camarades. Et donc on retrouve un sort commun à celui des poilus dans les tranchées que finalement le commun des mortels entre 1914 et 1918 n'imagine pas forcément, puisqu'évidemment la figure du pilote de chasse véhicule tout un imaginaire qu'on connaît encore aujourd'hui. En France, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'action de ces hommes ? Est-ce qu'à l'Est, sur les lieux de leur action, ils sont encore célébrés ? J'ai parlé d'une tombe à Luxeuil-les-Bains, mais est-ce que leur souvenir est encore vivace ? Oui, il y a eu un engouement pour commémorer cette action peut-être plus symbolique qu'efficacement militaire, puisque la contribution à l'effort de guerre allié de l'escadrille Lafayette est assez minime. Mais juste après la guerre, on veut honorer ces volontaires, ces précurseurs qui ont agi avant tout le monde côté américain. Et donc un magnifique mémorial a été érigé en forêt de Saint-Cloud à Marne-la-Coquette en 1924, inauguré en 1928. Et c'est là que reposent la plupart des pilotes de l'escadrille Lafayette, dont le souvenir est célébré chaque année grâce à l'ambassade des États-Unis à Paris et occasionnellement par un survol d'avions de chasse français et américains. Morin Picard, revenons en arrière aux origines de l'amitié franco-américaine. Le premier héros des deux mondes, c'est le marquis de Lafayette qui rejoint les insurgés américains en 1777 et joue un rôle décisif dans la guerre d'indépendance. Dès lors, quel rapport entretiennent les deux nations ? Eh bien, c'est passé l'exaltation de la victoire finale contre les Anglais. On peut dire que la relation franco-américaine a connu beaucoup de bas, finalement. Elle a reflué à mesure que le parti fédéraliste à Washington, dirigé par Thomas Jefferson, préconisait un rapprochement avec l'ennemi d'hier, avec l'ancien colonisateur britannique. Et donc, ce rapprochement américano-britannique en pleine révolution française va fâcher énormément évidemment les différents régimes français, d'autant que l'Amérique se montre relativement ingrate pendant la Révolution et ensuite pendant l'Empire, en ne prêtant pas main forte à la France assaillie par tous ses ennemis européens. Et cet état de fait va perdurer à peu près pendant tout le 19e siècle, et on assiste à un regain dans cette relation au tournant du 20e siècle, puisqu'il y a un ambassadeur français extraordinaire à Washington qui devient le confident du président Theodore Roosevelt. Cet ambassadeur s'appelle Jean-Jules Jusserand, et il va contribuer énormément à un rapprochement franco-américain qui va se concrétiser en 1914 quand tous ces jeunes gens s'engagent au service de la France comme un seul homme. À l'été 14, alors que la guerre éclate en Europe, les États-Unis appliquent, je l'ai rappelé dans mon récit, une politique de stricte neutralité. Dans quel contexte le pays se trouve-t-il ? Pourquoi est-ce que le président Wilson s'arc-boute sur cette position et refuse d'entrer dans le conflit ? C'est très intéressant parce que Woodrow Wilson n'est pas forcément le plus isolationniste des présidents, mais il a bien senti l'opinion publique, même si à l'époque on ne connaît pas encore de sondage comme aujourd'hui, on n'en est pas encore abreuvé comme nous le sommes. L'opinion publique américaine ne veut pas entendre parler de cette guerre. Elle est très majoritairement pour les puissances de l'entente franco-britannique. Il y a évidemment une affinité très forte culturelle et historique, mais le commerce doit dominer. L'Amérique est en pleine prospérité, initiée par Theodore Roosevelt, et ce commerce ne doit pas être entravé par une guerre qui a eu le malheur de survenir au fin fond des Balkans et qui est en train maintenant de mettre l'Europe occidentale à feu et à sang. Donc pendant longtemps, l'Amérique de Wilson tentera de résister à l'appel des armes, à s'engager aux côtés des Anglais et des Français. Il y a une autre raison, c'est que l'armée américaine n'existe pas, pour ainsi dire. Il n'y a pas d'armée américaine, ou alors quand elle tente une incursion dans le Mexique voisin, ça se passe pas très bien. Donc les Américains n'ont aucune expérience, ils n'ont aucun matériel lourd, et ça serait considéré comme une erreur grave de vouloir s'engager aux côtés des Français et des Anglais sans aucune expérience. Et justement, avant l'entrée dans le conflit des États-Unis en 1917, quelles conséquences l'action de l'escadrille Lafayette a-t-elle sur les relations économiques et diplomatiques du pays avec ceux de la Triple Alliance ?
une triple alliance que les 38 combattent, évidemment. C'est probablement là que l'escadrille Lafayette joue un rôle disproportionné dans toute cette histoire, puisque s'il n'existe pas de sondage et encore moins de télévision ou de radio, on lit énormément les journaux, et ces jeunes gens bien mis, originaires des meilleures universités et souvent issus de familles très aisées, ont énormément de contacts dans les médias de la côte est, vous imaginez, les grands quotidiens de New York, de Washington et de Boston, et donc ils ont des contacts avec des journalistes, et très rapidement, alors que la guerre a éclaté en Europe sans les Américains, eh bien, on entend parler de ces volontaires qui se couvrent de gloire, comme poilus de la Légion étrangère ou comme aviateurs dans des escadrilles françaises avant la création du Lafayette. Et leurs exploits bercent les rêves des lecteurs, surtout des jeunes lecteurs. Toute une génération de jeunes garçons américains se prend à rêver de les imiter et pourquoi pas de rejoindre le continent, le vieux continent en guerre lorsqu'ils atteindront leur majorité. Mais alors justement, dans quelle mesure l'action de ces 38 hommes a-t-elle conduit les États-Unis à prendre part au conflit à partir d'avril 1917. Quel est l'impact réel de l'escadrille Lafayette dans l'entrée des États-Unis dans la guerre ? Il est probablement à double niveau, puisqu'il y a aussi l'effort de ces hommes pour convaincre les Français d'insister auprès des Américains pour une entrée en guerre commune. C'est-à-dire que les Français, pendant plusieurs années, sont très réticents à faire venir les Américains. Ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir sans eux. Surtout, il y a une énorme méfiance envers les étrangers. Sont-ils des espions venant d'un pays neutre? Qui sait? Il y a beaucoup d'Allemands qui vivent aux États-Unis. Il y a une très forte immigration germanique aux États-Unis depuis les grandes vagues migratoires de la fin du 19e siècle. Donc finalement, c'est peut-être pas une si bonne chose que ça, mais l'impact des efforts diplomatique discret de ces pilotes très bien introduits dans les milieux décisionnels à Washington et à Paris va contribuer à un rapprochement d'abord diplomatique, secret, puis militaire entre les différents états-majors et les convaincre que si vous parsemez des escadrilles françaises de pilotes américains, eh bien vous allez faire un petit peu remonter la cote de la France aux États-Unis, vous allez convaincre les Français que les Américains en valent la peine et tiens, pourquoi pas, créer une escadrille 100% américaine serait un coup publicitaire énorme. Donc c'est peut-être comme ça qu'on peut voir la naissance de cette escadrille. C'est un coup publicitaire, c'est un très bon coup diplomatique et qui portera ses fruits évidemment puisque moins d'un an plus tard, l'Amérique entre en guerre. Mais raconter aujourd'hui cette histoire, c'est en filigrane raconter celle des relations historiques entre la France et les États-Unis. Vous écrivez que les rapports entre Paris et Washington sont aujourd'hui plus malaisés. L'entendre dire n'est plus. Qu'est-ce qui a conduit à cette détérioration des relations entre la France et les États-Unis ? Ouais, à en croire les historiens français et américains, on peut voir la guerre de 1914-1918 comme une embellie très passagère dans une relation bilatérale finalement très difficile depuis le début. On l'a vu, au 19e siècle, ça s'est pas très bien passé. Voilà, ce qui se passe, c'est que à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Amérique ne pense qu'à une chose, c'est rétablir cette prospérité qui avait fait son sel avant la guerre. Et donc pour ça, il faut évidemment reconstruire l'Europe. Et tout de suite, les diplomates américains, Woodrow Wilson le premier, se retrouvent en porte-à-faux avec les négociateurs français du traité de Versailles qui veulent faire payer l'Allemagne, puisqu'il ne faut pas oublier que 95% des combats se sont déroulés sur le territoire français, qui est dévasté dans son pourtour nord-est. Et ça, les Américains ont du mal à le comprendre, puisque eux voient l'intérêt de restaurer une Allemagne dont l'outil industriel n'a pas été abîmé. Or, les Français veulent récupérer cet outil industriel. Ils veulent imposer à l'Allemagne une dette monumentale au titre des réparations de guerre. Ça, les Américains ont beaucoup de mal à l'accepter. Donc, il y aura une sorte de divorce diplomatique dès le traité de Versailles, qui se concrétise évidemment quand les États-Unis refusent de ratifier par le Sénat la Ligue la création de la Société des Nations. Mais le nom de Lafayette est toujours célébré par chance aux États-Unis. Et d'ailleurs, cette année marque le bicentenaire du retour de Lafayette, le héros des deux mondes aux États-Unis. C'était en 1824. Je crois qu'il y a des célébrations qui sont prévues en Amérique. Quelle place y auront ces successeurs, j'allais dire ces fils spirituels comme vous les appelez, c'est-à-dire les 38 artisans de l'amitié franco-américaine dont on vient de conter leur histoire ? On peut probablement remercier l'armée de l'air française qui fête ses 90 ans cette année, puisqu'il devrait y avoir en octobre prochain un vol de Rafale de l'escadron que vous mentionniez, l'escadron 2-4 Lafayette de Saint-Dizier, en direction des États-Unis, qui viendra rendre hommage à cet héritage glorieux de la guerre d'indépendance, le fameux marquis de Lafayette, qui a donné son nom à plus d'une trentaine de villes outre-Atlantique. Et on verra à l'occasion des commémorations pour célébrer ces 38 précurseurs qui ont marqué vraiment l'histoire de leur empreinte.
crainte. Est-ce que vous savez s'il est prévu de ressortir la bouteille de la mort, ce Bourbon de 80 ans d'âge? Il faudrait demander ça au château de Blérancourt. Je suis sûr qu'ils auront une idée pour en faire quelque chose. Très bien. Merci beaucoup, Morin Picard, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de l'escadrille Lafayette. Je rappelle que votre livre, L'épopée Lafayette, une escadrille de volontaires américains au service de la France 1914-1918, qui nous a permis de nourrir mon récit aujourd'hui, est disponible aux éditions Alizio. Et parce qu'on parlait de la bouteille de la mort, je vous invite, chers auditeurs, à aller justement découvrir le musée franco-américain installé au château de Blérancourt dans l'Aisne, où la bouteille est exposée, mais aussi plus de 200 objets et souvenirs de l'escadrille, des photos, des uniformes, la tête dessus de l'avion de Willis ou encore des lettres de pilotes publiées par leur famille pour vous plonger dans cette extraordinaire épopée. Merci encore, Morin Picard, merci à vous. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.